Le virus non plus, il est pas si intéressé que ça, là. Je veux dire, lui, il se reproduit puis il fait sa job, mais il est poche à l'affaire. Aujourd'hui, à Vérité ou Pandémie, la vulgarisatrice scientifique Martine Voisine s'entretient avec le doctorant en épidémiologie Kevin L'Espérance pour parler de vaccination. Au passage, on démystifie virus et variants et on souligne la contribution importante de la vache au domaine de l'immunologie. Intéressant. Bonjour tout le monde, ici Martine Voisine pour Vérité ou Pandémie, le podcast. Je pense qu'on peut facilement dire que la vaccination, c'est le sujet de l'heure. Pourtant, rares sont les gens qui savent vraiment ce que ça mange en hiver, un vaccin. Pour nous aider à y voir plus clair, aujourd'hui, je parle à l'épidémiologiste Kevin L'Espérance, doctorant en santé publique à l'Université de Montréal. Bonjour Kevin. Salut Martine. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va. Je pense qu'avant de démarrer, là, ça serait important un peu de mettre les bases, de t'expliquer des concepts, justement, de base. Là. Fait que premièrement, c'est quoi un virus? Oui, c'est une excellente question que tu soulèves. Je pense que si on pose cette question-là à n'importe qui, à monsieur, madame, tout le monde dans la rue, il y a peu de gens qui vont être capables de nous offrir une réponse. Et moi-même, en tant qu'épidémiologiste ou biochimiste, je peux pas offrir une réponse qui est complètement certaine non plus parce que c'est encore débattu c'est quoi un virus. Mais grossièrement, un virus, c'est un micro-organisme qui est à la limite du vivant et du non-vivant. Et je m'explique pourquoi je dis à la limite du vivant et du non-vivant. C'est parce qu'un virus, pour survivre, doit infecter un être vivant et doit utiliser les cellules de cette personne ou cet animal-là pour se reproduire et pour survivre. Okay. Fait que, mettons, contrairement à une bactérie, il peut pas se répliquer tout seul. C'est exactement. Ça, vraiment, c'est ça. Exactement. Donc, une bactérie peut se reproduire par elle-même. Un virus ne peut pas le faire. Il doit utiliser quelqu'un d'autre, un vecteur. Donc, en l'occurrence, un animal ou une plante ou un être humain. OK. Puis, est-ce qu'un virus, ça cause nécessairement une infection? Est-ce que c'est nécessairement mauvais, un virus? Absolument pas. C'est intéressant parce que des virus, il y a un paquet de virus qui cohabitent avec nous sur notre peau et même à l'intérieur de nous. On parle de trillions de particules virales dans notre organisme. Ça, on appelle ça le virome. Et la plupart de ces virus-là sont inoffensifs. Une fois de temps en temps, cependant, on voit émerger des nouveaux virus, des virus qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui sont capables d'infecter l'être humain et de causer une maladie. On en recense un peu plus de 200 là, des virus pathogènes de la sorte. Puis, on ne peut pas exclure qu'il y en a d'autres aussi dans l'environnement ailleurs, mais on n'est pas arrivé en contact encore avec ces pathogènes-là. OK. Puis là, mettons, on a un virus qui est considéré comme pathogène. Qu'est-ce qui se passe dans le système immunitaire là, si on est infecté par ce virus-là? Oui, c'est vraiment pas simple ta question, honnêtement. L'immunité, on pourrait en faire un cours de 45 heures assez facilement, mais grossièrement, il faut distinguer 3 types d'immunité. Donc, la première immunité qui sont les barrières physiques. On parle de la peau, des muqueuses. On a des petits cils aussi dans nos muqueuses qui permettent de remonter les cochonneries, entre guillemets. C'est quand on y pense, surtout les particules fines quand on respire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Ensuite, la seconde partie de l'immunité, l'autre type d'immunité, c'est l'immunité innée. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais grossièrement, c'est un peu comme... ce sont des cellules qui se promènent dans notre organisme puis qui vont littéralement gober les pathogènes. Donc, ils vont les avaler, les dégrader, les détruire. Puis si je ne me trompe pas, cette immunité-là, elle est non spécifique. Exact. Oui, elle est non spécifique, effectivement. Donc, ils vont juste reconnaître des corps étrangers, des agents externes, puis ils vont les avaler, les gober, les détruire, peu importe. Là, on pourrait utiliser plein de synonymes pour les décrire. Parfait. Et le dernier type d'immunité, c'est l'immunité qui nous intéresse beaucoup. C'est cette immunité-là qu'on doit comprendre pour bien comprendre les vaccins et l'immunité naturelle. C'est l'immunité adaptative. Donc, on distingue 2 grands éléments dans ce type d'immunité-là. On a les lymphocytes T, qui sont un peu comme des vaisseaux spatiaux qui, eux, vont jouer à Space Invader, puis qui vont circuler dans notre corps et qui vont littéralement détruire les pathogènes, les agents externes qui nous infectent. Et il y a les lymphocytes B qui sont ces cellules-là, ces plasmocytes qui vont, eux, reconnaître un agent externe et
produire ce qu'on appelle des anticorps. Et le principe d'anticorps est excessivement important ici, surtout si on veut parler de vaccination. Oui, en effet. Fait que les lymphocytes B, c'est un peu les cellules immunitaires mémoire. Oui, on peut voir ça ainsi. Parfait. Puis des anticorps. C'est quoi ça? Des anticorps. C'est vraiment difficile d'expliquer c'est quoi un anticorps, OK? Mais on pourrait imaginer un Y, un Y, la lettre Y, en fait. C'est un peu un anticorps, ça a cette forme-là. Puis ça a la base du Y, elle est relativement stable, elle est peu variable. Mais au niveau des deux branches des Y, on a des petits bouts qu'on appelle les paratopes. Okay? Donc, c'est ces petits paratopes-là. Oui, c'est ça. C'est juste les bouts des Y. Et ça, ces parties-là sont excessivement variables, très changeables. Et c'est ça qui va permettre de reconnaître ce qu'on appelle des antigènes. Les antigènes, ce sont comment je peux dire, des caractéristiques d'un envahisseur, d'un pathogène quelconque. Et ces paratopes-là, comme je disais, qui sont un peu comme des cadenas qui vont aller reconnaître des clés à la surface des envahisseurs qu'on appelle les épitopes. Parfait. Donc, l'idée d'un anticorps, c'est qu'on peut en produire de plein de types parce qu'on peut tout le temps changer ces petits bouts-là en haut qui sont les paratopes, donc changer les cadenas pour reconnaître différentes clés sur différents pathogènes. OK, parfait. Puis là, mettons, on sait c'est quoi des lymphocytes T, on sait c'est quoi des lymphocytes B, on comprend un peu le concept d'anticorps. Mais les anticorps, en quoi c'est en lien avec la vaccination, puis comment ça fonctionne, les vaccins? En gros, ici, je vais distinguer encore on vient de parler là, d'immunité acquise ou adaptative, ce concept-là. Dans ce concept d'immunité-là, on retrouve deux grands types d'immunité. Donc, l'immunité naturelle. On en a parlé beaucoup dans les journaux, à tort et à travers souvent. Et l'immunité qu'on dit artificielle, qui pourrait être acquise par la vaccination, justement. Okay. Donc, l'immunité naturelle, le principe derrière, c'est lorsqu'on s'expose à un agent externe, le corps va, comme j'ai dit, produire des anticorps. Et ces anticorps-là vont permettre justement de se débarrasser de cet agent externe-là. Le problème avec l'immunité naturelle, c'est lorsqu'on rencontre un agent externe qui est dangereux pour l'être humain, ben on s'expose, si on met juste sur l'immunité naturelle, on s'expose à tous les risques de ce pathogène-là. Donc, l'analogie que je pourrais faire, c'est un peu comme si tu veux te faire des biscuits. Tu vas mettre ta plaque de cuisson au four avec tes biscuits dedans. Quand tu va venir le temps de sortir tes biscuits du four, est-ce que tu vas y aller main nue ou tu vas y aller avec des mitaines de four? Avec des mitaines, normalement. Avec des mitaines de four? Ouais. Bon, tu vois, c'est exactement ça le même principe. La vaccination, c'est ta mitaine de four. OK? Et ça, c'est le concept d'immunité artificielle parce que c'est l'humain qui va créer le vaccin, mais il exploite un processus naturel du corps. C'est ça, j'allais te demander. Artificiel, est-ce que ça veut dire absolument synthétique? Que ça se fait pas naturellement, sauf dans les cas de vaccins? Non, mais j'aime pas utiliser ces termes-là, honnêtement. Moi, je les utiliserais pas, mais c'est comme ça qu'on les a nommés. On a une connotation négative envers artificiel, mais quand on regarde tout ce qui nous entoure, tout ce que l'être humain crée, à la base, est naturel. Là. Je veux dire, tu fais un jus, ben, tu mélanges différents produits, puis ces produits-là sont naturels à la base. Mais je comprends tout l'élément de artificiel, synthétique, ces trucs-là. Ouais. Mais pour la vaccination, c'est vraiment un principe basé sur un processus naturel. Puis le grand avantage, comme j'ai dit avec mon analogie avec les mitaines de four, c'est qu'on va pas se mettre les mains nues sur la plaque de cuisson puis se brûler les mains. C'est le même principe avec la vaccination. On va pas s'exposer à un virus, à une bactérie, à une toxine, puis risquer les effets pervers et dangereux de ces choses-là. Mais on va quand même être capable de générer une immunité qui va nous protéger contre ces choses-là. OK. Parfait. Puis, dans le cas de la COVID-19, par exemple, les vaccins, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Qu'est-ce qui cible? Contre quoi on produit des anticorps exactement? Oui. En ce moment, les vaccins qui sont autorisés contre la COVID-19 au Canada ont tous la même cible, qui est cette fameuse protéine S, donc la spike protéine. Oui, que moi j'appelle le chapeau du virus. Le chapeau du virus? Tête. Ouais. Pour?
Ben, parce que c'est à la surface. OK. Puis, tu sais, en fait, les vaccins ARN, là, quand je le vulgarise aux gens dans mon entourage, souvent, je vais dire que c'est pas je te donne le chapeau, je te donne le virus, c'est je te donne les plans pour faire le chapeau, puis là, tu le fais toi-même et tu apprends qu'il faut que tu te défendes contre. Exactement. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Donc, l'idée de cette protéine S-là, c'est ça qui donne un peu le look du coronavirus, hein, la forme en couronne. C'est ça, son style. Si vous avez déjà vu une image de coronavirus, on en a vu plein à la télévision. Hein, c'est comme une couronne avec des pics à sa surface. Mais ces petits pics-là, c'est cette fameuse protéine de pointe S-là qui sert de crochet un peu pour se lier, s'attacher aux cellules humaines et infecter les cellules humaines. Donc, l'idée derrière la vaccination contre la COVID-19, c'est de fournir aux cellules humaines les instructions pour produire cette protéine-là. Donc, on ne s'expose pas au virus là, ici en entier, on ne s'expose pas aux dangers, aux effets pervers du virus, mais on a des instructions qui rentrent dans nos cellules. Nos cellules prennent ces instructions-là, vont construire cette protéine S-là, et la protéine S va être perçue comme un corps étranger, bien évidemment, va être reconnue par notre système immunitaire, les fameuses cellules B dont je parlais tout à l'heure. Et ces cellules B-là vont produire des anticorps qui sont dirigés contre la protéine S. Ce qui est bien, c'est lorsqu'on va s'exposer éventuellement, peut-être, on le souhaite à personne, mais si on s'expose au virus, si on devient infecté par le virus, bien, notre corps va déjà avoir des anticorps qui vont réagir contre la protéine S, donc la protéine qu'on retrouve à la surface du virus, et qui vont empêcher le virus de se lier efficacement à nos cellules humaines et de nous infecter. D'où la protection que les vaccins actuels nous offrent. OK. Sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens affirmer que les vaccins, c'est pas bon parce que ça rend le système immunitaire déficient, on devient dépendant aux vaccins. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? C'est juste une mécompréhension de l'immunité. Honnêtement, en fait, c'est tout le contraire. Les vaccins vont stimuler notre système immunitaire. La seule façon de développer une immunité, comme j'ai dit, adaptative, acquise, c'est de s'exposer au pathogène ou de s'exposer à une partie du pathogène. Et moi, je préfère m'exposer à une partie du pathogène, comme j'ai dit avec l'analogie tout à l'heure de la plaque de cuisson, que de m'exposer au pathogène complet puis de subir tous les contre-coups de ce pathogène. OK, parfait. Tantôt, là, on a parlé un peu du fait qu'il y a un peu l'immunité artificielle, mais justement que c'est pas si artificiel que ça. Fait que ça m'amène un peu à penser qu'on devrait parler de comment ça a été découvert, les vaccins, comment ça a été développé. Parce que je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, puis c'est quand même très intéressant. Tu veux dire d'un plan historique, là? Oui, c'est ça, d'un plan historique. Oui. Ça remonte pas hier. Ça fait longtemps notre expérience qu'on a de l'expérience avec la vaccination. Pour comprendre d'où vient la vaccination, je vais vous parler d'un processus qui s'appelle immunisation, okay? Qui est un processus plus global qui englobe la vaccination. Donc, l'idée derrière, c'est de se protéger contre une attaque externe, une toxine, une bactérie, un virus, peu importe. Puis on a des preuves de ça qui remontent avant les années 1700. Là. On sait notamment que les moines bouddhistes, téméraires ils étaient, les moines bouddhistes, eux, s'exposaient à des doses par essai-erreur de venin, de poison de serpent, pour essayer justement de développer cette sorte d'immunité-là contre d'éventuelles morsures de serpent. Donc, c'est assez fascinant. Par essai-erreur, ces gens-là ont réussi justement à s'immuniser contre les morsures de serpent. OK, j'ai dit essai-erreur, ça marchait pas à tous les coups. Non, c'est ça, on devine. Il y a essai, mais il y a erreur aussi. Oui, probablement c'est ça. Il y a erreur dans essai. Donc, ça marchait pas à tous les coups. Par la suite, si on remonte, on revient un peu plus dans le temps, il y a un processus qui a été développé par les Chinois qui s'appelle... la médecine orientale, en fait, on sait pas trop d'où ça vient, mais on pense que ça a émergé en Chine, qui s'appelait la variolation. Donc, la variole, je ne sais pas si tu connais, mais c'était une maladie assez terrible là, qui faisait des pustules sur tout le corps, puis qui générait aussi des complications assez intenses. Donc, l'idée de la variolation, c'était de s'exposer à du pus. Donc, prendre le pus d'une personne infectée qui avait la variole, mais une forme moins sévère de la variole, prendre le pus et de s'infecter soi-même, à vrai dire, avec le pus.
de sorte à ce qu'on développe une sorte d'immunité parce qu'on s'infecte, on développe des anticorps, mais contre une forme moins grave de la maladie. Donc, lorsqu'on subit une seconde exposition à cet agent infectieux-là, on ne réagit pas aussi mal qu'une personne qui serait exposée sans anticorps. Reste que ça ne fonctionnait pas très bien. Okay. Ça fonctionnait pas vraiment bien. C'était un peu un guess, là. C'est un peu jouer à la roulette russe. Ouais, c'est jouer à la roulette russe sur un temps. Mais ce principe-là a quand même été importé en Grande-Bretagne aux alentours des années 1700. Là. Je suis pourri avec les dates, là. Oui, tu m'excuseras. Mais par une femme qui s'appelle Lady Montagu. Et on a tendance à oublier sa grande contribution à l'immunisation. Dans mes cours, on voyait juste M. Jenner. On n'entendait pas vraiment parler de cette femme. On fait ça avec systématiquement tout, hein, comme notre rapport à l'histoire, puis là, je fais vraiment une parenthèse de vie, mais notre rapport à l'histoire et à la science. La structure de l'ADN. La structure de l'ADN, Rosalind Franklin, qu'on a mis de côté aussi. Oui, on a dit que c'était Watson et Crick. Oui, exact. C'est vraiment triste. Donc, toute la contribution féminine, la manière que la société était structurée, on a tendance à l'oublier, puis on a tendance à attribuer les succès de bien des choses aux connaissances occidentales, mais je peux te garantir que d'un point de vue de santé publique puis de médecine, les peuples orientaux étaient vraiment plus développés que nous pendant un certain temps. Si on regarde l'époque du Moyen-Âge, heureusement que les empires de l'autre côté continuaient la transmission des savoirs en médecine que les Grecs et les Romains avaient développés, parce qu'autrement, on ne serait jamais rendu où ce qu'on est aujourd'hui. C'est fun parce qu'on les oublie pas, nous, aujourd'hui. Non, faut pas les oublier. Faut pas oublier les femmes. Faut pas oublier tout ce qui s'est produit dans le passé en science, très certainement. Mais cette femme, Lady Montagu, est arrivée en Grande-Bretagne puis a justement lancé un peu tout ce débat-là alentour de l'immunisation, ce qui est relativement intéressant. Et c'est ça qui a inspiré le fameux Edward Jenner également. Qui est un peu le père fondateur de la vaccination, si je peux dire. Lui, c'est intéressant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a exploité un principe qu'on appelle l'immunité croisée. Donc, as-tu déjà entendu parler de ça? Oui. C'est ça dans mes cours d'infectio pendant mon bac. Là, ouais. OK. Bon, donc, l'immunité croisée. Donc, l'idée, c'est de prendre un pathogène qui était vraiment très familier, très similaire au pathogène de la variole, donc le virus de la variole. En l'occurrence, ici, il a pris j'ai pas la traduction exacte, là, je vais chercher mes mots en français, mais le virus de la variole chez la vache. Oui. Donc, Vaccinia pox. OK. Pour utiliser le latin, là, qui vient de vaccinia, là, donc de la vache. Qui était un virus qui... Ça ressemble drôlement à vaccination. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. L'origine étymologique du mot doit venir de ça, effectivement. Effectivement, ça doit venir de ça, fort probablement. Je pourrais pas le confirmer. Il faudrait parler à quelqu'un à l'Office de la langue française, je ne sais trop où. Mais qu'est-ce que je disais avec tout ça? Oui, Edward Jenner, lui, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a pris ce virus-là de la vache qui n'était pas dangereux chez l'humain, mais qui ressemblait... Puis ça c'est absolument incroyable. Là. On parle d'à peine 100 ans après l'invention du microscope, puis on parle d'une époque, là, on est à la fin des années 1700, là, on parle d'une époque où on croit encore que les maladies infectieuses se transmettent dans l'air par les humeurs puis les miasmes. Oui, c'est vrai. Donc, on n'a aucune notion il y a des particules invisibles qui peuvent nous infecter. Ou du même qu'il y avait vraiment 2 camps puis ils ne s'entendaient pas. Là. 2 camps, c'est une minorité contre une majorité, là, totalement. Là. Puis c'est supporté par le clergé d'un côté, puis de l'autre côté, les scientifiques qui pensaient que ça existait, ces particules invisibles-là, ou du moins pas détectables à l'œil humain. Donc, c'est fou quand même que ce type est arrivé avec ce procédé-là. Cette idée-là. Puis peu de temps après, basé justement sur ce principe d'immunité croisée-là, où on utilise un virus similaire pour conférer une immunité chez quelqu'un, on a vu le développement du premier vaccin contre la variole.
Donc, cette maladie, aujourd'hui, grâce à la vaccination, est éradiquée. Tu comprendras, Martine, que ça a pris un certain temps avant que tout ça s'établisse. Hein? Ouais. J'ai dit, les années 1700, on ne croit pas encore aux bactéries, aux virus et à ces choses-là. OK? Ouais. Donc, ça a pris un temps, mais ça a pris jusqu'en 1980 aussi avec des programmes d'immunisation partout dans le monde. Mais en 1980, on a éradiqué cette maladie-là complètement. Ouais. Les seules souches de ce virus qui existent encore sont dans des laboratoires confinés pour des fins d'études. C'est quand même impressionnant. Là. C'est fou. On parle... moi, ça me sidère. Là. Nous, on est dans nos laboratoires avec toutes les technologies qu'on a, puis que ça va pas assez vite sur Facebook, puis Instagram, puis nos affaires, on chiale. Oui, c'est ça. C'est fou. Ils étudiaient littéralement des choses qu'ils ne voyaient pas. Oui. Fait que là, dans le temps, dans leur vaccin, c'était du pu de variole, par exemple. C'est pour la variole. Mais là, nos vaccins pour la COVID, eux, ils n'ont pas du pu de COVID C'était pas du pu. Le pu, ça, c'était la variolation. C'était le principe que Lady de Montagu utilisait. Qui est comme le concept général d'immunisation. Donc, on prenait du pu de personnes infectées par la variole. Puis, on rentrait ça on se faisait une petite incision dans la peau, puis on s'infectait soi-même, on développait une immunité. Ensuite, Edward Jenner est arrivé avec ce principe d'immunité croisée-là, où ce qu'il a pris le virus de la vache, comme je disais, le virus pox de la vache, qui ressemblait étrangement, mais il ne savait pas à l'époque, mais qui ressemblait au virus de la variole. Et lui, il a observé ça chez jeunes garçons. Il a inoculé un jeune garçon, il l'a suivi dans le temps, et il a vu que ce jeune garçon-là développait une immunité contre la variole. Assez fascinant. Un peu de temps après, en utilisant cette immunité croisée-là, donc en utilisant le virus de la variole chez la vache. Ce virus-là, il allait chercher où? Est-ce que tu le sais? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée comment il a fait ses calculs. Ce serait une question à poser peut-être à un historien des sciences. Oui, parce que de mémoire, dans mes cours, j'avais vu que c'était comme sur les petites pustules sur les vaches. Que c'était comme les treilleuses de vaches qui avaient remarqué qu'il y avait une forme moins sévère, je dirais. Oui, ma compréhension de la chose, c'était à partir des fluides que les treilleurs de vaches avaient sur les mains. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Ma compréhension de la chose, c'était ça. C'est toi qui viens de me le rappeler. Je me souviens de l'avoir lu quelque part. Moi, dès qu'on me le rappelle... Mais c'est loin, là! Mais c'est cool. C'est assez fascinant, comme dirait Charles Tisseur. C'est impressionnant. Puis après coup, il s'en est suivi ce qu'on appelle l'ère de la bactériologie, qui est arrivé avec Joseph Lister, qui est arrivé aussi avec Louis Pasteur, qu'on connaît pour la pasteurisation du lait. Mais Louis Pasteur a découvert aussi des vaccins là, contre le choléra, notamment. C'était pas avec des poulets qu'il avait testé ça ou quelque chose? En tout cas, il avait testé quelque chose avec des poulets, Louis Pasteur. Il a fait beaucoup de choses. Je connais pas toute sa vie. J'ai lu sa biographie pourtant, j'ai lu ses essais, mais c'est loin. Louis Pasteur, bactériologie, toute cette époque-là, qui était une époque effervescente pour les maladies infectieuses. Puis, je dirais qu'au 20e siècle, là, les années 1900-1950, c'est là qu'on a eu un grand contrôle des maladies infectieuses, réduction de la mortalité infantile, puis une transition vers les maladies chroniques qu'on vit aujourd'hui. Donc, on doit leur dire merci à ces gens-là qui ont travaillé sur la vaccination parce que c'est grâce à eux que notre espérance de vie aujourd'hui est aussi élevée, du moins au Canada. Ouais. Bien, si je me trompe pas, je pense que la vaccination, c'est la chose qui a sauvé le plus de vies après l'eau potable. Je me souviens avoir vu ça quelque part. Je ne pourrais pas citer ma source en ce moment, mais de mémoire, je me souviens avoir lu ça. Je pourrais pas dire, mais je pourrais clairement te dire des chiffres. On sait que la vaccination infantile prévient de 2 à 3 millions de décès annuellement. C'est fou. Ouais. C'est fou. Puis il y a encore des gens qui décèdent de maladies infectieuses. Donc, si on pouvait implanter de meilleurs calendriers de vaccination ailleurs dans le monde, probablement qu'on pourrait sauver encore plus de gens. Quand même. OK. Sinon, j'ai beaucoup entendu des gens se questionner à propos des ingrédients dans les vaccins. Je pense que ça inquiète quand même des gens. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les ingrédients qu'on a dans les vaccins? As-tu déjà regardé la liste d'ingrédients d'une pomme? Oui. Oui, même sur ma page Instagram, j'ai fait un quiz dans ma story où je demandais aux gens s'ils accepteraient de se mettre certains éléments, certaines molécules dans leur corps, puis ils devaient répondre oui ou non. Puis au final, je les surprenais parce que c'était
tous des trucs qui se trouvent dans une banane. Bon, tu vois. Puis il y avait même de l'eau, en fait, puis un tiers des personnes avaient dit qu'ils refusaient d'avoir de l'eau dans leur corps. Ben oui, mais tu sais, c'est parce que ça a des noms longs de même scientifiques, mais Exact. c'est juste une nomenclature chimique. Hein? Donc, c'est une façon de nommer les choses. Je comprends que ça peut être épeurant, mais c'est la même chose avec les vaccins. Les ingrédients qu'on retrouve dans les vaccins, là, ce sont pas des ingrédients toxiques, nocifs, puis qu'on retrouve pas naturellement ailleurs, de manière générale. Oui, par exemple, on va faire des gras de manière synthétique, entre guillemets, puis là, j'utilise le terme synthétique avec prudence. Mais c'est similaire au gras qu'on va retrouver dans le corps ou dans notre nourriture. Là. C'est la même chose. C'est juste la manière qu'on va le produire qui va être différente, mais le résultat va être le même. Ouais, c'est juste que là, on a des technologies qui nous permettent justement d'optimiser les ingrédients pour mieux livrer, par exemple, le vaccin ou la substance qui nous intéresse dans le vaccin aux cellules du corps. Donc, il faut vraiment faire attention aux noms, à ces nomenclatures-là. Tu sais, quand je dis chlorure de sodium, par exemple, ben, du chlorure de sodium, tu dis ça à beaucoup de gens, ils vont sauter. Hein? Mais le chlorure de sodium, c'est du sel de table. Oui, mais comme l'oxyde de dihydrogène. L'oxyde de dihydrogène, qu'un tiers des gens refusaient d'avoir dans leur corps et pourtant c'est de l'eau. Tu en as un peu de besoin. Tu as dit un tiers des gens dans ton sondage? Oui, un tiers des gens ont répondu qu'ils refusaient de mettre ça dans leur corps. Mais c'est normal en même temps quand tu sais, tes cours de chimie, ou si tu as eu la chance de faire des cours de chimie, tes derniers cours de chimie remontent au secondaire. Oui, c'est ça, c'est loin. C'est normal, c'est loin, puis faut juste se le rappeler une fois de temps en temps. Faut pas paniquer avec ce qu'on voit sur une liste d'ingrédients tout le temps. Un nom chimique, c'est pas nécessairement mauvais parce qu'au final, tout est chimique. Ben, tout est chimique, là. Je veux dire, on pourrait trouver des trucs ici qui nous entourent très certainement, qui sont assez complexes en termes de noms, mais prendre une gorgée d'eau, hein, moi, je parle pas mal. Ouais, ça fait du bien. Au niveau des ingrédients, on retrouve deux grandes catégories d'ingrédients dans les vaccins. Donc, on a ce qu'on appelle l'ingrédient actif, donc le principe actif. En l'occurrence, pour les vaccins contre la COVID-19, ici, c'est ce fameux ARN messager dont on a tant entendu parler. Je vais y revenir un peu plus tard. Je pense qu'on va en discuter plus tard. Ouais. On se garde une note. On se garde une petite gêne, c'est bon, OK? Donc ça, c'est relativement récent, ce type d'ingrédient actif-là. Mais on pourrait retrouver d'autres types, là, comme pour les vaccins qu'on dit toxides. Comme je crois que le vaccin contre, si je ne me trompe pas, la diphtérie. Juste vérifier mes choses. Oui, la diphtérie, qui est une bactérie donc qui produit une certaine toxine, pardon, perdre ma voix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une substance toxide qu'on appelle, qui ressemble étrangement à cette toxine-là. Mais qui est inoffensive pour l'humain, puis on va livrer ça justement au corps. Dans un vaccin. Donc ça, c'est un type d'ingrédient actif qu'on peut retrouver. Il y en a d'autres types d'ingrédients actifs qu'on peut retrouver. Là. On a déjà entendu parler aussi des vaccins qui sont inactivés ou tués. Donc, on pense au virus de la grippe. C'est ça qu'on fait. Donc, on inactive le virus de la grippe, on expose le corps à ça. Donc, il n'est pas dangereux, mais on va générer des anticorps contre le virus de la grippe. Puis sinon, on a ce qu'on appelle les vaccins atténués. Eux, souvent, on les préfère. Ils vont donner une immunité qui est relativement plus prolongée que les autres types de vaccins, de manière générale. Donc ça, c'est intéressant. Fameux vaccins contre la rougeole, rubéole, oreillon, qui sont 3 virus terribles là, qui faisaient quand même des bons ravages, particulièrement chez les enfants. Mais chez les hommes, les hommes et les femmes aussi plus âgés. Donc ça, on va littéralement juste atténuer. Il ne sera pas dangereux en soi, mais il va juste être atténué. Et on va générer une immunité contre une forme plus grave de la maladie. Donc ça, ce sont grosso modo, les types d'ingrédients actifs qu'on peut retrouver. Au niveau de l'autre type d'ingrédients qu'on retrouve dans les vaccins... En fait, je t'arrêterai 2 secondes. Ouais, juste pour mettre quelque chose au clair. Fait que c'est ça. Il existe plusieurs types de vaccins avec différents ingrédients actifs. Il y en a que tu as des morceaux de virus. Il y en a que c'est des virus un peu maganés. Mais les vaccins pour la COVID, ça, il n'y a pas de virus dedans. Ceux-là qui sont disponibles. C'est ça, exactement. C'est la beauté de la chose. C'est du génie génétique incroyable. On s'expose seulement à un fragment de la génétique du virus. Donc, c'est littéralement, là, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est qu'on a des instructions pour un meuble IKEA.
on les envoie dans nos cellules, les cellules prennent ça, ils sont comme je vais monter mon meuble Ikea, let's go, ils montent le meuble Ikea, puis on va générer une immunité contre le meuble Ikea. Finalement, ils le trouvent laid, fait qu'ils sont comme on veut plus jamais ça ici. Ça, donc ils vont le bardasser. C'est exactement ça, on fait le principe derrière les fameux vaccins ARN. Cool. Puis en fait, le fait justement qu'il n'y ait pas de morceaux de virus dedans, on en parlera un peu plus tard, mais c'est notamment une des raisons pourquoi les vaccins ont été disponibles aussi rapidement, puis pourquoi ils sont aussi simples à produire. Oui. Parfait. Bon, oui, on regarde le suspense. On regarde le suspense parce que n'y a pas juste ça aussi pour ça a été rapide. Je vais te laisser continuer avec les ingrédients. Oui, ben c'est ça, je disais. Donc, les ingrédients actifs, on vient d'en lister un paquet. Donc, c'est grossièrement, un ingrédient actif, c'est une cible. Mm-hmm. C'est une cible. Et cette cible-là va nous permettre justement de générer une immunité. OK. Si on veut résumer ça assez rapidement. Au niveau des ingrédients non actifs, tous les ingrédients non actifs qu'on retrouve dans un vaccin, ce sont des ingrédients qui vont optimiser soit le transport, soit l'entreposage ou l'efficacité du vaccin. Donc, on peut penser, on va retrouver des sels. Les sels, comme je disais tout à l'heure, le chlorure de sodium, qui est le fameux... Le sel de table. Le sel de table, hein? T'as suivi. Donc, on va retrouver des sels de la sorte pour stabiliser le pH, en fait. Donc, c'est vraiment une question de protéger un peu la solution du vaccin parce que autrement, ça ne se rendra pas aux cellules, ça va être dégradé à cause de l'acidité du corps. Donc, surtout que de l'ARN, surtout mettons dans les vaccins de la COVID, c'est une molécule que moi j'appelle vraiment momoun. Là. Oui, l'ARN, c'est vraiment momoun. Oh, oui, vraiment. Mais tu le regardes trop intense puis ça disparaît. Là. Ben oui, exactement. Puis c'est de là aussi qu'il y a un autre ingrédient qu'on retrouve souvent dans les vaccins puis qui est abondamment utilisé pour les vaccins ARN, qui sont les lipides. Mm-hmm, littéralement des gras. Là. Chaque cellule de notre corps est entourée d'une membrane de gras. De même type de lipides qu'on retrouve dans les vaccins ARN. Donc, l'idée des vaccins ARN, c'est d'avoir une sorte de couronne de gras alentour de notre ARN à l'intérieur qu'on veut livrer à nos cellules. C'est comme un petit cocon là, pour qu'il reste justement... Donc, les lipides servent justement à mieux livrer l'ARN à nos cellules puis à le protéger. Autrement, on ne serait pas capable de le faire. Sinon, on va retrouver, c'est sûr qu'on va retrouver des émulsifiants. Mm-hmm. Vous avez peut-être lu les ingrédients, peut-être que vous êtes curieux comme moi, je sais pas, je parle à mes auditeurs. Oui, c'est ça. OK. Mais vous avez peut-être vu passer comme polysorbate 80, puis le polysorbate, ça fait peur. Mais c'est vraiment un agent émulsifiant. Donc, l'idée, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'adsorption. Du vaccin à la paroi des fioles ou des seringues. Oui. Je vais aller m'acheter des mots, je vais revenir. Donc, c'est vraiment une question de pratique. T'sais, si on n'avait pas cet agent émulsifiant-là, tout l'élément actif, tout le vaccin resterait dans la seringue ou dans la fiole. Donc là, il serait inefficace. Donc, on a besoin de cet agent émulsifiant-là dans certains cas. On va retrouver des acides aminés, les fameux acides aminés qui font peur, valine, glycine, histidine, ces trucs-là. Ouais. Encore là, ce sont juste des noms chimiques. En fait, on a ça dans toutes nos protéines. Les protéines, c'est comme un long collier, puis chaque bille, c'est des acides aminés. Là. Exactement, exactement. Puis il faut même encore plus expliquer c'est quoi une protéine. Des protéines, on en a des milliards dans notre corps, puis c'est ça qui nous permet justement de vivre. Là. C'est elles, les protéines, qui sont responsables de toutes les fonctions physiologiques de l'organisme. Name it, là, les protéines, les hormones, mais tout ça interagit ensemble pour qu'on puisse marcher, boire de l'eau, vivre, respirer, parler, faire ce que vous voulez. Donc oui, des acides aminés, ce sont des petites parties, si je peux dire, des protéines. On va retrouver ça des fois dans les vaccins. Puis, grosso modo, des sucres. Puis les sucres, la rationnelle derrière, là, puis on parle vraiment de sucrose, là, qui est littéralement, encore une fois, du sucre de table. La rationnelle derrière, c'est pour améliorer l'entreposage et la congélation. Ah oui? Ouais, ça, je savais pas. Oui, autrement, ce qui va arriver, c'est que il y a certains tu sais, comme on pense les virus ARN, si on les congèle, on va perdre l'intégrité de toute ce qu'on appelle la petite micelle de gras, donc la couronne de gras dont je parlais là, alentour du virus. Là.
Alentour du virus, alentour de la substance active là, de l'ARN, mais on perdrait toute cette intégrité-là. Donc, probablement que le vaccin serait moins efficace ou sinon même dégradé. Okay. Donc, je peux parler d'ingrédients pendant des heures, là, mais si tu veux, je peux donner là, juste des noms qui font peur, là, mais si on pense, je sais même pas si je suis capable de les lire, mais on pense à un lipide qu'on retrouve dans le vaccin de Pfizer et BioNTech, là, ce fameux vaccin à ARN messager, le 4-hydroxybutyle-azane-dil-bis-hexane-cis-1-dil-bis-2-exyl-décanoate. Ça fait peur d'une même. Ça fait vraiment peur d'une même. Je veux dire, même moi, je me pose des questions, mais honnêtement, c'est juste une formulation, une nomenclature, comme je dis, pour nommer le lipide, le gras en soi. Tout simplement, il y a rien de bien différent par rapport aux lipides qu'on consomme à tous les jours. Même que je dirais qu'il y a probablement des lipides qu'on consomme à tous les jours qui sont plus dangereux puis qui nous posent à risque d'autres choses. Mais... OK, cool. Voilà. Puis, en fait, tu sais, ces ingrédients-là sont dans les vaccins, on les retrouve un peu partout. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'ils sont pas toxiques? Tu sais, comment c'est testé, ces vaccins-là, justement? Comment on fait pour savoir, que ça fonctionne, et deux, que c'est pas toxique, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, court terme, long terme, peu importe? Oui, c'est un processus laborieux. Laborieux et rigoureux. On a souvent entendu parler des études cliniques, mais ça commence aux études précliniques. Ouais. Donc, avant tout, si on veut développer un médicament, une thérapie quelconque ou un vaccin, il faut qu'on doit mieux connaître la maladie, bien évidemment. Donc, dans le cas de la COVID-19, on doit apprendre à la connaître, on doit trouver l'agent infectieux. C'est quoi? Juste identifier c'est quoi en partant. Ça, c'est une étape assez importante qui est quand même difficile. Là. Tu le sais pas. Tu as une nouvelle maladie qui émerge, puis tu te dis, es-tu virale? Es-tu bactérienne? Comment tu fais pour l'isoler? Il y a des techniques pour ça. Là, mais c'est assez complexe. Là. Déjà là, c'est une grosse étape, c'est assez laborieux. Oui, c'est ça. C'est vraiment laborieux. Donc, il faut essayer de caractériser le mieux possible la maladie, l'agent infectieux dans le cas d'un vaccin ici. Puis en l'occurrence ici, pour la COVID-19, on l'a identifié, là, c'est le fameux SARS-CoV-2, qui est le syndrome aigu respiratoire. Je l'ai juste en français. Oui. Moi, tout, c'est ça. Syndrome respiratoire aigu. Syndrome... aigu respiratoire sévère. Quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Interchanger les mots, là. C'est ça. Je dis tout le temps SARS-CoV-2, on va s'entendre. C'est l'acronyme. Donc, ce fameux virus-là qu'on a trouvé responsable pour la COVID-19, qui est la maladie. Parfait. Puis là, on commence à développer un vaccin. Parce que là, on le comprend, le virus. Là, on le comprend. Oui, on a fait ça dans les modèles animaux. On a regardé. C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on va direct dans l'humain? Non. Les études précliniques, on regarde chez l'humain qu'est-ce qui se passe avec la maladie, c'est quoi l'agent infectieux. Puis, on commence à penser aussi à qu'est-ce qu'on peut faire, là. Comment qu'on peut s'en sortir. Puis Parce que comme on a mentionné tantôt, il existe plusieurs types de vaccins. Fait que j'imagine ils vont commencer par tester peut-être différents types de vaccins pour ce virus-là chez des animaux, voir c'est quel format, quelle forme, c'est ça qui fonctionne le mieux. C'est tout basé sur des hypothèses là, en fonction des différentes caractéristiques de l'agent pathogène. C'est comme un coronavirus. On est chanceux dans notre malchance. Il est quand même relativement simple. Donc, c'est un peu pour ça que les compagnies ont misé sur les vaccins. Ce qui est quand même surprenant, considérant que la présentation clinique, elle, est très, très complexe, je dirais. Dans le sens, il y a des personnes qui vont être asymptomatiques, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes respiratoires, il y en a même qui vont mourir. Mais le virus en tant que tel, même si la présentation clinique est assez variée, le virus lui-même est relativement simple. Oui, puis... je veux souligner l'utilisation du terme relativement, parce qu'il n'y a jamais rien de simple. Mais si on compare à d'autres virus comme le VIH, assez complexe, le VIH. D'ailleurs, un des défis, une des raisons pourquoi on n'a pas de vaccin, parce qu'il y en a en développement. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais justement, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe à développer. Excessivement complexe. Mais là, il y a des données encourageantes sur les vaccins VIH, mais ça c'est le sujet de... Dr. Kobinger, là, il travaille... Sujet d'une autre discussion, mais c'est encourageant. Mais effectivement, le VIH est plus complexe. Le virus de l'influenza aussi est un peu plus complexe dans le sens où c'est qu'il mute plus. Puis une des raisons pour ça, c'est que le coronavirus qu'on connaît, le SARS-CoV-2 qui est responsable de la COVID-19, lui, il a
un segment génétique. L'influenza en a 7 à 8. Donc, ces 7 à 8 segments génétiques-là peuvent tout le temps s'échanger. Lorsque deux virus se rencontrent dans une cellule, ils vont pas merger ensemble, mais ils vont s'échanger des segments génétiques. Fait qu'il sera pas toujours habillé pareil. Il sera pas toujours habillé pareil. Ça, c'est fatigant. Donc, ça fait en sorte qu'il mute un peu plus rapidement que le coronavirus qu'on connaît actuellement. Chose certaine, c'est sûr que plus un virus circule, plus il se transmet, plus il se propage dans la population, bien, plus il y a d'opportunités puis de chances de changer et d'évoluer. Parce qu'on en a parlé tantôt, les virus, pour se répliquer, ils peuvent pas se répliquer par eux-mêmes, ça leur prend un autre. Oui, exact. Et justement, c'est par la réplication qu'ils vont muter. Exact. Fait que c'est en infectant des gens. Fait que plus il y a des gens qui sont infectés, bien, plus il y a des chances de muter. Oui, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Tout à fait. Good. Pour revenir à nos processus de développement de vaccins, donc là, on a parlé des études précliniques. Lorsqu'on a... Sur des animaux, des cellules, mais il n'y a pas d'humains d'impliqués là-dedans. Non, dans préclinique. Ben oui, il y a des humains dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui vont être infectés par la maladie, par l'agent infectieux, puis ça, faut les étudier, ces personnes-là. Il faut comprendre la maladie. Mais on ne va pas tester, par exemple, le traitement ou le vaccin. Non, on n'est n'est pas rendu là encore. Ça, c'est très, très réglementé là, à ce niveau-là. Oui, c'est des processus clairs. Là. Si tu veux tester quelque chose, faut suivre ça à la lettre, définitivement. Puis ces risques d'amende sévère très salée, sinon même de prison, là, tout dépendant des cas. Là. Ça, c'est sur toute la planète, là, pas juste au Canada. Oui, non, je peux pas dire pour tous les pays du monde, là, définitivement. Je peux te dire qu'au Canada, c'est très régulé. C'est des normes relativement universelles et qui sont très respectés au Canada. Ben, il y a des lois internationales. J'ai ça parce que le droit international, c'est tout le temps comme ambigu. Puis donc, oui, il y a des normes, il y a des pratiques, il y a des trucs qui sont établis là, par Convention de Genève, des trucs genre, on le sait. Là. Reste que les autorités régulatrices de chacun des pays membres de l'ONU, par exemple, ont leur propre... règles, propre mécanisme de vérification. Je peux dire que Santé Canada est excessivement exigeante, rigoureuse. On est dans les modèles dans le monde. Je peux dire que de l'autre côté aussi, la FDA, la Food and Drug Administration, est quand même assez rigoureuse aussi. Il y a d'autres pays dans le monde qui le sont. Mais c'est peut-être pas le cas pour tous les pays. J'en ai aucune idée. Mais c'est peut-être la raison aussi pourquoi nous, on a autorisé seulement 4 vaccins en ce moment. Mais on n'a pas autorisé, je sais pas, un paquet d'autres vaccins qui ont été développés ailleurs aussi dans le monde. Parfait, OK. Donc, il faut tout le temps garder ça en tête. Parfait. Fait que là, on a fait le préclinique, les animaux, les cellules, on a étudié des personnes infectées, mais on n'a pas testé de vaccin sur des personnes. Non, mais on a une idée de la conception. Là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Parfait. On a développé... Fait que là, ça fonctionne. On a une cible, on a identifié une cible, parce que c'est ça aussi. Le plus important, on a identifié une cible. En l'occurrence, ici, pour la COVID-19, c'était cette fameuse protéine S. Là, son chapeau, son meuble Ikea. Son chapeau, son crochet, son whatever. Donc, on s'est dit ça. On s'est dit, si je me mets dans la peau de Pfizer, par exemple, on s'est dit, hey, je pense que vaccin à ARN, ça serait bon pour X, Y, Z raison. Let's go, développe ça. Et là, on va aller tester en ce qu'on appelle en phase clinique 1 sur un petit groupe d'individus, là, relativement petit. Là, on parle de 10 à 50 personnes. On n'est pas dans beaucoup de monde. Et ces gens-là sont dans l'étude. Ils sont consentants. Ils sont consentants. Ils sont au courant de tous les risques que ça peut impliquer. Consentement libre, éclairé et continu. Qui est un concept qui est très important en recherche, que c'est pas tout le monde qui connaît. Et puis, les patients peuvent se retirer de l'étude là, à tout moment. Là. Les gens sont pas attachés. Là. Non, définitivement pas. Donc, on parle de volontaires sains aussi. Puis l'idée ici, c'est de venir tester le profil de toxicité du médicament ou du vaccin qu'on est en train de développer. C'est même pas l'efficacité, c'est juste s'assurer qu'il est sécuritaire. On peut récolter des données sur l'efficacité, mais à ce point-là, c'est vraiment la toxicité qui nous intéresse. Donc, ce qu'on y va, c'est qu'on est parti de nos modèles animaux, parce que là, on a testé des doses sur des modèles animaux qui ressemblent à l'humain sur sur quoi on veut tester. Okay? Ça, faut faire attention parce qu'il y a différents modèles animaux. Il faut tester les bons modèles. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose chez un animal que ça s'applique directement à l'être humain. Pas nécessairement. Il faut vraiment, il y a des processus assez stricts, rigoureux à suivre pour ça, définitivement. Mais lorsqu'on arrive dans ces études de phase 1, on veut tester ce qu'on appelle les profils de toxicité. Donc, on va y aller avec des doses sous-optimales. Okay. Donc, des doses vraiment très petites par rapport à la dose maximale tolérée dans les modèles animaux. Là.
OK? Donc, vraiment, vraiment très petite. Et on va y aller par petits incréments. Donc, graduellement, on va augmenter la dose jusqu'à la dose maximale tolérée chez l'humain. Et là, on va déterminer une dose une dose cible qu'on pense efficace, puis qui balance justement le profil de toxicité et d'efficacité. OK. Donc, pas d'effets secondaires ou peu d'effets secondaires. Ouais. Pas de toxicité chez l'humain. Il faut s'assurer de cette innocuité-là qu'on dit. Parfait. Et ensuite, on va passer aux études de phase 2, où là, on va avoir encore un relativement petit nombre de participants. Puis là, ça dépend aussi des études. Là. Pour la vaccination contre la COVID-19, le monde se sont garochés aussi. Là. Ouais. On a eu des... Puis en fait, je t'arrêterais 2 secondes juste pour préciser que pour passer d'une phase à l'autre, il faut se faire approuver. Ah, ben oui. C'est pas, je pense que ça marche, j'y vais, je suis rendu en phase 2, là, parfait. Non, c'est ça. Puis Santé Canada est très, très, très rigoureux là, à ce niveau-là, puis sont très difficiles, là, ben oui, de ce que j'ai entendu. Là, 100%, là, ça perd ses cheveux pour n'importe quel chercheur. Ouais, c'est ça, j'en ai côtoyé là, des chercheurs, puis ils disent... ils sont tannés parce que ils comprennent la nécessité. Moi, c'est pas pour rien que je développe plus de médicaments. Je me suis éloigné de la pharmacologie. Parce que je veux garder mes cheveux. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont tellement difficiles, avec raison, mais comme... Au final, je crois que les gens, justement, devraient avoir confiance en sachant ça, là, à quel point c'est difficile de justifier des effets secondaires, des risques là, pour des traitements, surtout des vaccins qui sont administrés à des personnes saines aussi. Là. Ouais. Les exigences sont excessivement strictes et rigoureuses. Puis ça, il faut le savoir. Écoute, j'ai 11 ans d'université derrière la cravate. Je ne compte plus le nombre d'examens, de textes que j'ai rédigés. Et je peux te garantir qu'une seule demande éthique a été la chose la plus complexe que j'ai eu à faire de ma vie. Ouais. Juste pour te montrer, puis le projet n'était même pas démarré encore. Donc, il y a vraiment des processus très stricts, très rigoureux entre chaque étape. Donc là, on passe de l'étude clinique de phase 1 à l'étude clinique de phase 2. Donc là, on est content. On a passé les normes sont très, on est très content strictes. parce que là, c'est positif. on a peut-être un candidat potentiel pour un vaccin. Il est pas toxique. On a établi la dose. On se dit là, on veut aller continuer à tester les profils de toxicité. Donc, on veut s'assurer, bien sûr, que dans un plus grand échantillon de personnes, de personnes, il n'est pas toxique. Mais on veut surtout vérifier son efficacité. Oui, c'est là qu'on s'y attaque plus. On se concentre là-dessus. Oui, donc là, en phase 2, on s'intéresse davantage à l'efficacité. OK. Donc, on regarde ça. On établit, généralement, là, quand on parle de vaccin, en phase 2, on va établir le calendrier vaccinal. On a vu avec Pfizer, BioNTech, au début, là, l'étude clinique démontrait très bien que la deuxième dose devait venir pas plus tard que 28 jours après la première dose. Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième dose? Si oui, quand environ? Exactement. C'est là que c'est déterminé en phase 2. C'est le genre de question qu'on se pose. Parfait. En phase 2. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va confirmer nos résultats dans l'étude clinique de phase 3. Ouais. Encore là, entre phase 2 et phase 3, il y a des étapes de vérification là, rigoureuses, puis let's go, là, on n'y est pas. On s'en va en phase 3. Et en phase 3, là, on va élargir la recherche. On va aller recruter un plus grand nombre de participants. Ouais. Puis, on va aller confirmer les résultats qu'on a obtenus dans les phases précédentes. Mais à plus grande échelle, justement, pour pouvoir tirer des conclusions avec plus de certitude. À plus grande échelle. Mais reste néanmoins qu'on est encore dans une population sélectionnée, recrutée pour l'étude. Donc, c'est pour ça, par exemple, souvent, on n'étudie pas les femmes enceintes. Donc, c'est pour ça que ça prend tout le temps un certain décalage. Lorsqu'un nouveau médicament ou un nouveau vaccin arrive, ça prend tout le temps un certain décalage avant qu'on se positionne sur les femmes enceintes parce qu'il faut qu'on regarde dans la population générale, qu'est-ce qui se passe une fois que le médicament ou le vaccin est commercialisé. OK. Donc là, on est en phase 3, on est vraiment sur un plus gros groupe, on veut confirmer nos résultats. Un coup qu'on confirme nos résultats, on est satisfait. T'sais, on compare souvent à un groupe placebo où il peut y avoir plusieurs branches qu'on dit à l'étude. Donc, on compare les différents groupes en termes d'effets secondaires, d'efficacité. Oui, ça, c'est une autre notion, je trouve, qui est importante. Dans ces études-là, on ne fait pas juste tester le vaccin sur des gens, on regarde ces gens-là, c'est vraiment, on les compare à un groupe qui n'a pas reçu le vaccin. Fait qu'on compare vraiment les avantages d'avoir un vaccin versus pas de vaccin. Pas juste seulement le vaccin, là. Exact. Comme ça, on sait que les bénéfices qui sont apportés par la vaccination, ben c'est vraiment dû à la vaccination. Exact. Je spécifie. On a vu, par exemple, les issues d'intérêt pour l'étude clinique avec Pfizer, BioNTech, là, parce qu'on avait plus que 40 000 participants. Ouais. Les premiers issues d'intérêt, c'était les hospitalisations. Ouais.
Puis on a vu très clairement une réduction des hospitalisations, des cas sévères et des symptômes aussi. C'était les issues qui nous intéressaient, puis les décès. Ouais, puis dans tous les cas, on a vu une réduction de ces choses-là. Donc, on est content. On est content, on est content. Beau. Oui, définitivement, on était très content de le faire. Puis ensuite, lorsqu'on a nos résultats de phase 3, ben là, on passe au processus encore plus ardu qui est de faire homologuer notre vaccin. Oui, parce que là, il va être distribué là, vraiment. On veut. Ben, on veut, c'est ça. On veut. On veut. On veut, parce que là, il est efficace, il est sécuritaire, mais là, il faut passer les étapes régulatrices qui sont très exigeantes. Oui, ça, c'est une grosse étape. C'est une grosse étape. Donc là, on s'en va cogner à la porte de la FDA, on s'en va cogner à la porte de Santé Canada, puis on dit « Bonjour, regarde, voici mes classeurs avec tout ce qui a été fait. » Là, ils te font des gros yeux, puis il faut que tu les convainques. Ben, c'est littéralement des enquêtes. C'est des enquêtes volumineuses, énormes. C'est gigantesque, faire des choses comme ça. Il faut savoir qu'en études cliniques, chaque petit détail est noté. Ouais. C'est fou, là. Ouais. On apprend ça, nous, à nos étudiants en biochimie. Votre cahier de laboratoire, il faut que je sois capable de retourner... 15 ans plus tard, il faut que je sois capable de retourner dedans, puis que je sois capable de lire puis de comprendre tout ce qui est écrit. C'est essentiel, là. C'est fou. Donc, il y a vraiment un travail laborieux d'enquête qui se fait. Advenant le cas qu'on a l'homologation de Santé Canada, ça finit pas là, quand même. Non, c'est ça. C'est l'homologation de Santé Canada, c'est aussi des contrôles de qualité, de production, vérification des usines, ces choses-là. Ouais. C'est pas... Parce que c'est ça, c'est beau avoir notre vaccin, il est testé, on sait qu'il est efficace, mais parce qu'il faut le produire avant de le... Ben, il faut le produire, il faut le produire correctement, parce que Exact. peut-être que dans tes conditions de laboratoire, il était produit correctement, mais là, quand tu les as mis dans ta manufacture, c'est peut-être plus le cas. Faire 3 vaccins versus en faire 30 000, c'est pas la même game. Non, c'est pas la même game, effectivement. Puis tu viens de soulever un point, il faut scale up, donc il faut produire à une grande échelle. Et, ça, c'est un autre défi. Et ça, c'est un autre défi, ouais. Donc, tout ça, dans le meilleur des mondes, le vaccin se retrouve commercialisé. Ouais. Donc, ça finit pas là. Hein? Non, c'est ça. Les gens pensent souvent que ça se termine là, mais non, il y a une phase 4. Mais et oui, cette phase 4-là, elle se termine un peu jamais. Elle se finit jamais. C'est ça. Parce que justement, c'est une phase de pharmacovigilance où là, le vaccin il est distribué et tout va bien, mais on le surveille encore du coin de l'œil. Puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis s'il y a quelque chose, il peut être retiré là, à tout moment. Là. 100%. C'est ça. Là. Puis je pense que les gens, c'est ça qu'ils savent pas. C'est pas parce qu'un vaccin est disponible que là, on le regarde plus, il fait ce qu'il veut. T'sais. Non, mais c'est le cas avec n'importe quoi. Ouais. C'est le cas avec n'importe quoi aussi. N'importe quelle thérapie contre le cancer, on va la suivre dans le temps aussi. Ce sont des études de pharmacovigilance. Puis c'est excessivement important pour voir comment le médicament ou comment le vaccin se comporte dans la population réelle. Ouais. Ce qui est bien avec les maladies infectieuses, j'aime pas ça dire entre guillemets, ça. là. Entre guillemets, parce que c'est une maladie, là. Oui, c'est ça. Mais c'est une maladie à court développement. Oui, il y a les effets pervers à long terme de la COVID qui sont possibles, là, puis là, on ouvre une autre porte, là. Ouais. Mais quand que je parle de la maladie infectieuse en soi, là, elle dure généralement entre... 1 mois, puis 2-3 mois là, chez la plupart des individus. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut suivre relativement rapidement les vaccins dans la population réelle, puis avoir des données rapides d'études de phase 4. Ouais. Sur les effets secondaires aussi. Ouais. Puis... Déjà aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu avec le nombre de personnes vaccinées dans le monde, parce que chaque dose, là, chaque lot, chaque dose là, sont numérotées, sont complets, puis sont suivies. Là. Ouais. Avec tout le recul qu'on a déjà aujourd'hui, ça fait pas beaucoup de temps, là, même si on pense à fait une éternité qu'on est dans cette pandémie-là, on est relativement très confiant sur la sécurité et l'efficacité des vaccins qui sont autorisés par Santé Canada. Parce que, mettons, les effets à court terme avec les vaccins, c'est combien de temps après l'administration d'une dose est-ce qu'on va les retrouver? L'expérience qu'on a avec la vaccination, c'est 1 à 2 mois. OK, c'est ça. Pour tous les effets, là. Pour tous les effets confondus, on voit pas d'autres effets passer. Les effets à long terme, il y en a. Ben, il n'y a pas de mécanisme biologique qui permettrait d'expliquer ça. Okay. Puis il n'y a pas d'études qui ont rapporté d'effets à long terme non plus. Non, puis comme je dis, on a vraiment beaucoup de recul là, avec la vaccination. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on la suit aussi. Donc, tu sais, quand je parle des vaccins contre la polio qu'on a éradiqués ici au Canada, là, à part quelques cas de polio sauvage par-ci par-là, mais ça fait longtemps, là. On
parle des années, je pense, c'est quoi, polio, c'est 50, là, si je me souviens plus. Ça me semble honnête. Ça te semble honnête? Oui, j'accepte. Vous irez vérifier à la maison, je suis pas certain de mes dates, c'est mais... ça, moi non plus, mais on a du recul. On a du recul, puis on le sait que pour la plupart des vaccins, les effets secondaires vont se présenter dans le mois, sinon les 2 mois suivant l'administration. Puis là, considérant que, là, en ce moment, on est à quelle phase, à peu près? Ben là, c'est en termes des vaccins autorisés par Santé Canada, on est dans la phase 4, parce qu'on est vraiment dans le suivi. J'ai beaucoup entendu de gens dire « Ah, on est des rats de laboratoire », mais c'est pas nécessairement vrai. Non, on n'est aucunement des rats de laboratoire, là, je veux dire... Et surtout que, justement, dans les autres phases, on a testé le vaccin sur des gens qui l'ont eu, il y a plus de 2-3 mois, ce qui fait que s'il y avait eu à avoir des effets, on les connaîtrait déjà, ces effets-là. Oui, définitivement. Définitivement. Cool. On n'est pas des rats de laboratoire. Tous les processus ont été respectés dans les règles de l'art. En fait... moi, je discuterais de pourquoi les vaccins ont été disponibles aussi rapidement. Parce que je pense que ça pourrait faire une belle transition. Là, puis c'est quand même en lien avec ça. On vient de parler des études, mais on le sait, il y a des vaccins, ça prend 10 à 15 ans à les développer. Ouais. Celui-là, on l'a eu en 1 an. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis en fait, il y a beaucoup de gens que ça inquiète. Moi, au contraire, je trouve ça tellement inspirant, puis je trouve ça exceptionnel. Je trouve qu'il faut célébrer ça, mais il y a des personnes que ça inquiète, et je peux comprendre. Pourquoi? Pourquoi ça a été disponible aussi rapidement, ces vaccins-là? T'es déjà allé dans un bureau du ministère? Pas pour faire ton permis de conduire? Ouais, ben oui. Ouais. Ça te prend combien de temps? Trop. Trop de temps, hein? C'est le même en recherche, c'est tout le temps ça. Ça prend tout le temps trop de temps parce qu'il y a trop d'administration, il y a trop de paperasse, il y a trop d'attentes. Dans l'urgence d'agir face à cette crise sanitaire mondiale, ce qui est arrivé, c'est que tous les temps morts entre les différentes phases cliniques, entre les différentes étapes de développement, de conception et de développement des vaccins, on les avait pas. On les avait pas. Donc, mais est-ce qu'il y a des étapes qui ont été sautées? Il n'y a aucune étape qui a été sautée. C'est juste que au lieu comme de devoir chercher du financement pendant 2-3 ans entre deux études cliniques, ben, le financement était déjà là. Donc, il y a aussi pas besoin de remplir des papiers d'administration à pu finir. Aussi le fait, les chercheurs, de manière générale, travaillent beaucoup en silo. Fait que, tu peux avoir 5 chercheurs qui travaillent sur la même affaire en même temps, mais c'est la course à celui qui va trouver la réponse, qui va arriver à la solution avant. Mais là, en étant en crise comme ça, on peut pas se permettre d'être 5 à faire la même chose. Alors, puis justement, les chercheurs ont plus collaboré. Ils étaient plus en compétition, il fallait qu'ils travaillent ensemble pour lutter contre cette crise-là. Puis ça, c'est quelque chose qui a fait une grosse différence, là. Martine, je sais pas t'as quel âge. 24. 24. Bon, tu vois, on a déjà un petit gap. Là, on a 5 ans de différence déjà qui me donne un peu plus de recul que toi dans ma jeune carrière de chercheur. Et je peux te dire, sur les 11 dernières années de ma vie à faire de la recherche, je n'ai jamais vu autant de collaboration en sciences de ma vie. En fait, c'est complètement inverse à tout ce que j'ai connu avant. Avant, faut que tu te battes, il fallait que... Puis même pour des chercheurs de ton propre centre de recherche, pas à l'autre bout du monde. C'est compétitif entre nous. Le bureau d'à côté. Le monde, littéralement, là, c'est pas un mythe, là, je vous le dis. Là, moi, j'ai étudié là, en biochimie puis en épidémiologie, littéralement à une époque... pas si lointaine quand même, mais reste que tous les outils numériques sont arrivés dans les dernières années. Donc, au début de mon bac, par exemple, on allait encore chercher des livres à la bibliothèque et littéralement, il y a des pages arrachées pour vrai. Là. Donc, c'est très compétitif comme milieu. Mais ça, il n'y avait pas ça durant la pandémie. On ne pouvait pas se permettre d'être comme ça. Non, puis tout le monde a travaillé pour le bien de l'humanité ensemble. Ce qui a été assez impressionnant, c'est en dedans d'1 mois suivant le premier cas détecté. On avait déjà séquencé. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est exactement, on s'en va à la même place. Ils l'ont séquencé en Chine et ça a été disponible en ligne le soir même. Oui, c'est ça, exact. Ça, fait que tout le monde y avait accès. Normalement, je peux te le garantir, ça se compte en mois, sinon en années, avant d'avoir comme le séquençage disponible entièrement. Quoique c'est une technologie de plus en plus accessible, force est d'admettre. Mais aussi, oui, il y a la collaboration. Financement. Très, très certaine. Le financement, le recrutement accéléré aussi. Comme j'ai dit, phase clinique 1, 2, 3. Tu sais,
les gens voulaient aussi un vaccin. Oui, parce qu'ils écopaient de la crise aussi. Là. Ils écopaient de la crise aussi, donc il y a eu plus de volontaires aussi. Donc tout ça a facilité justement le développement des vaccins. Si je me trompe pas aussi, la production a été entamée avant la fin des études cliniques. Les compagnies, je pense, qui prenaient ce risque-là, ils commençaient à les produire. Si ça passait pas, ben j'étais tout aux poubelles. Excusez. J'étais tout aux poubelles, mais si ça fonctionnait, parfait, c'est déjà produit, parfait, on part, on accélère le processus. Oui, il y a ça définitivement aussi qui a contribué aussi à toute la commercialisation. Puis, fait que c'est pas qu'on a sauté des étapes, c'est juste qu'on a optimisé. On a zéro sauté des étapes. Puis ce que j'entends souvent, c'est comme pourquoi, là, en un an, on a eu tel vaccin? Ah, les vaccins ARN, c'est nouveau. Puis mais non, pas non, tant non, que ça, non, je t'arrête tout de suite. Des vaccins ARN, c'est pas si nouveau que ça. On travaille sur des vaccins ARN à visée préventive pour le Zika depuis déjà un moment. Pour je pense depuis 30 ans qu'on connaît ça, là, les vaccins ARN, et que c'est étudié. Bien, vaccin ARN, pas nécessairement vaccin ARN, mais l'ARN en soi, ça fait plus de 30 ans là, qu'on étudie ça. Puis on sait que c'est très prometteur. Puis dans les dernières 10-15 années, on a vu de grandes choses se passer avec cette technologie-là. Puis si je me trompe pas, c'est un petit fait cocasse, là, mais je pense que c'est une femme qui a eu cette idée-là. Et au début, quand elle a porté l'idée de faire des vaccins ARN, elle se faisait regarder croche. Je pense que ses collègues se moquaient un peu d'elle. Je sais pas si c'est une femme, mais j'ai déjà entendu cette anecdote-là aussi. Mais c'est courant aussi en science, hein, quand on veut changer les paradigmes de pensée, puis que là, les gens sont campés dans leurs idéologies. Parce qu'à un moment donné, quand tu grandis, tu deviens plus vieux comme chercheur, tu deviens comme confortable dans ce que tu connais, mais qu'est-ce que tu connais pas, tu es moins à l'aise. Donc, c'est normal de voir des choses comme ça, mais c'est très, très, très prometteur, les vaccins ARN. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y en a plein qui sont en développement, notamment pour des thérapies contre le cancer. Donc, on risque d'en voir de plus en plus. Puis, je suis vraiment pas inquiet. Là. Ça a contribué. Les vaccins ARN ont contribué à la rapidité de la conception et du développement des vaccins. Ouais. En partie parce qu'ils sont relativement plus simples à produire. Parce que comme on a mentionné tantôt, tu n'as pas besoin de manipuler le virus. Puis ça, de manipuler des virus, ça implique d'avoir des laboratoires qui respectent certaines normes, encore une fois. Parce qu'il faut avoir des normes sécuritaires, de l'équipement. Mais là, on n'a plus besoin de ça. Là. Non. On n'a pas besoin de manipuler le virus. Fait que déjà là, c'est... Tu n'as pas besoin de le cultiver, le virus. Oui, c'est ça. Ouais. Donc déjà, tu viens de sauver, déjà en partant, je pense, 2 mois de recherche. Oui, exactement, juste avec ça. Je dis ça de même, je lance ça comme ça. Mais tu viens de sauver du temps assez fou. Puis comme j'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, chanceux dans notre malchance, le virus est relativement simple. Donc ça a été relativement facile. Ouais. Puis je mets relativement en guillemets tout le temps. Relativement facile de trouver une cible pour le développement des vaccins. Puis si je me trompe pas aussi, il y a eu une autre épidémie de SRAS un peu plus tôt. Oui. Ce qui fait que c'était pas inconnu, là, ce type de virus-là. On connaissait ça un peu, puis j'imagine qu'il y avait déjà de la recherche qui avait été entamée sur ça. 2002-2003. Ce qui fait que la phase un peu découverte en préclinique, on en avait déjà fait par le passé. On avait déjà une idée. C'est pas le premier coronavirus qui infecte l'humain. Là. À vrai dire, on connaît 7 coronavirus qui infectent l'humain. Mais c'est ça, exactement. C'est le premier qui prend une ampleur pandémique. Tu sais, comme le SRAS en 2002-2003, qui était le premier SRAS, mais j'aime pas ça dire ça. Ouais, ils l'ont appelé comme ça, le SRAS, mais là, on est avec le SRAS 2. Oui, c'est ça. Le premier SRAS majeur, j'imagine. Donc, mais le SRAS en 2002-2003, ce qui est arrivé, c'est qu'il a mal muté. Il s'est tiré lui-même une balle dans le pied, si je peux dire. Il a mal muté, puis il a comme disparu par lui-même. Puis ça arrive souvent, hein, la plupart du temps, les virus, là, ils mutent continuellement. C'est pas très intelligent, là. C'est vraiment pas intelligent, c'est vraiment une question pratiquement juste de hasard. Puis une fois de temps en temps, il y a un virus qui va acquérir une nouvelle fonction, une nouvelle affaire, ce qu'on va appeler un mutant ou un variant, peu importe. Donc il va acquérir des changements qui vont lui conférer un avantage, puis qui va... Par exemple, il va être moins mortel, fait qu'il va plus facilement se propager. Il va être... Plus contagieux, peut-être. Moins mortel, oui, ça dépend, mais oui, effectivement, il va être plus apte à mieux infecter l'humain. Oui, c'est ça, exact. Si tu tues pas son hôte, l'autre peut infecter d'autres gens. Oui, c'est ça l'idée des virus. Hein? Un virus excessivement létal, il sert à rien parce qu'il survit pas. Exact, parce qu'il a besoin d'un autre pour se reproduire, mais s'il le tue... C'est un drôle de paradoxe de la nature. Oui, puis si on revient à notre coronavirus, à nous, là, notre cher coronavirus. Oui. Lui, il mute. Oui. Les variants, c'est quoi ces variants-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ces variants-là? Puis est-ce que la vaccination nous permet de nous protéger contre ces variants?
Tu soulèves plein de bonnes questions. Ouais, beaucoup de questions aussi. Hein? Ouais. J'essaie de... Je pense que pour comprendre les variants, il faut que j'explique c'est quoi comme une mutation. Donc, l'idée, c'est vraiment que le coronavirus, lui, il y a un segment génétique, comme je disais tout à l'heure. Donc, on peut penser ça comme une séquence de 30 000 lettres. Okay? Donc, c'est 30 000 opportunités de changer les lettres. Ouais. D'accord avec Mais il moi? peut pas les changer lui-même. Mais il peut pas les changer lui-même. C'est Okay? ça, juste en faisant rien. Non, juste en faisant rien. Mais ce qui arrive, c'est quand il se reproduit, Ouais. donc quand il infecte une cellule ou il infecte un être humain, Il va faire des copies. il va faire des copies de lui-même. Mais il va faire des erreurs parce que pense-y, toi, si tu as déjà fait de la copie au secondaire, le nombre de... En tout cas, moi, tranche de vie encore, j'écoutais pas beaucoup dans mon cours de religion. Je suis de la cohorte qui avait encore des cours de religion. Ouais, moi aussi, j'en avais. Ah ouais, ok. Ouais. C'est le Québec, ça. Hein? Dans le temps. Ouais, c'est ça. Mon point. Non, pas de préjugés. Mais j'écoutais pas beaucoup dans mes cours de religion, puis je faisais ce qu'on appelait la copie arc-en-ciel, là, parce qu'il fallait que je change de crayon de couleur à chaque lettre. Ouais. Je peux te garantir que j'en faisais pas mal d'erreurs là, à copier la Bible. Là, Mais toi, t'avais pas d'intérêt à faire ça. J'avais pas d'intérêt à le faire, mais le virus non plus, il est pas si intéressé que ça. Là. Et je veux dire, lui, il se reproduit, puis il fait sa job, mais il est poche à la faire. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des erreurs qui se glissent. Puis parfois, ces erreurs-là, qu'on appelle des mutations, donc un changement dans la lettre, ou on enlève une lettre, ou plein de types de mutations, des fois, ces changements-là vont, comme j'ai dit, lui donner un avantage. Pas toujours, mais dans certains cas, oui. Dans la plupart des cas, ça va pas lui donner un avantage. Au contraire, il va disparaître. On recense depuis le début de la pandémie des centaines de variants. Là. OK. Ouais, c'est que tout récemment qu'on a commencé à en parler beaucoup, mais des variants, des variants plus transmissibles, on en avait au début de la pandémie aussi. C'est juste que là, on s'en inquiète un petit peu plus parce qu'il faut en parler, puis c'est correct aussi d'en parler. Chose certaine, les variants, à moins que le virus change tellement, les variants, les vaccins devraient être relativement efficaces dans une certaine mesure contre les variants. Puis nos données préliminaires le suggèrent, du moins pour Pfizer et Moderna, contre le fameux variant britannique qui a 23 mutations dans sa séquence de 30 000 lettres. Donc, dans la séquence de 30 000 lettres, il y a un endroit qui code, qui est responsable de, si je peux dire, de la fameuse protéine S, donc la production de cette protéine-là. Tantôt, on a mentionné que c'est un peu par cette protéine-là que le virus va rentrer dans les cellules. Oui, exact. Donc, ce qui nous inquiète en ce moment, puis pourquoi on pose pas plein de questions à savoir est-ce que les vaccins vont être efficaces, c'est que les vaccins doivent continuer d'être capables de générer une immunité contre cette protéine S-là. Si la protéine S, elle change trop, les anticorps qu'on va produire ne reconnaîtront plus de manière efficace la protéine S lorsqu'on va être infecté. Mais la protéine peut quand même changer un peu et les vaccins vont être capables de la reconnaître. C'est là que j'y viens, parce que c'est peu probable que la protéine change tellement que les vaccins, les anticorps produits par les vaccins ne la reconnaissent plus. Puis ça, c'est basé sur le principe que avec la vaccination, on produit ce qu'on appelle les anticorps polyclonaux. Donc là, je reviens encore à mon Y. Tu te souviens, la partie qui est invariable, qui ne change pas beaucoup en bas, puis les deux branches. Puis sur le top des branches, on a les petits cadenas qu'on appelle les paratopes. Là. Ben, ces endroits-là, ils peuvent varier beaucoup. Là. Donc, quand je dis anticorps polyclonaux, c'est qu'on a différents anticorps qui ont toutes des parties différentes sur des paratopes différents. Et ça fait que les anticorps produits par les vaccins vont reconnaître différentes parties de la protéine S. Pas une seule partie. Donc, pas juste le pompon du chapeau de fête. Pas juste le pompon du chapeau. Tout le chapeau, plusieurs parties du chapeau. Donc ça, c'est ce qui nous laisse entrevoir que les vaccins vont demeurer efficaces. J'ai un bémol ici. Mère Nature peut nous réserver certaines surprises, bien évidemment. Donc, plus le virus va circuler, plus il a de chances de changer, de muter, d'évoluer. Et s'il évolue tellement qu'on se retrouve avec une protéine S tellement différente que les vaccins ne sont plus capables de la reconnaître, ben là, on se retrouve à devoir reproduire de nouveaux vaccins qui sont plus adaptés aux variants. Peu probable comme cas de figure.
mais c'est une possibilité. D'où l'importance, juste à temps qu'il y ait... C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. D'où l'importance, juste à temps qu'il y ait une certaine couverture vaccinale dans la population, de continuer à se protéger, à porter le masque, à respecter le plus possible la distanciation sociale, parce qu'on veut réduire justement le nombre d'opportunités pour le virus, le nombre d'opportunités de muter pour le virus. Parfait. Là, quand on parle de vaccination, c'est pas comme un traitement, là, je dirais traditionnel ou comme les autres types de traitements où tu le prends, parfait, c'est correct. Les vaccins, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait quand même une certaine portion de la population qui les prenne. Oui et non. Parce que ce qui est bien avec la vaccination, c'est que si tu es vraiment une personne full individualiste puis tu es basé juste sur toi, ben tu vas trouver un argument pour te faire vacciner. Oui, c'est ça. Il y a quand même un avantage personnel. C'est ça. Si tu es pro-collectif, ben il y a aussi un avantage pour le bien commun. Puis je te vois venir. Je pense que tu veux t'en aller vers le concept d'immunité collective. C'est que justement, en tant que population, on a intérêt à se faire vacciner, notamment parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. Et si on veut protéger ces personnes-là, ben c'est par le biais de l'immunité collective, que je vais te laisser expliquer à l'instant. Oui, ben c'est pas une chose simple à expliquer l'immunité collective parce que ça nous semble très abstrait. Puis on a bien beau comme lancer des chiffres de 70, 75, 80%. Ça veut pas rien. Ça veut pas dire grand-chose dans les faits. Je vais faire attention à mes mots là. C'est pas le cas. Mais l'idée derrière l'immunité collective, c'est de vacciner suffisamment de personnes pour que le virus... alors ici, on parle de virus, ça pourrait être une bactérie, une toxine, par exemple. Mais pour que le virus ne circule, manque d'opportunité de circuler entre les gens. Donc là, il va passer d'une personne infectée à une autre personne, mais là, il va se retrouver dans cette personne-là qui est immunisée. Ouais. Puis là, cette personne-là qui est immunisée, va réagir fortement contre l'infection, va avoir à des souhaits. Va avoir une charge virale, donc une quantité de particules virales en elle qui est vraiment très basse, donc va être relativement moins bonne pour retransmettre le virus. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que le virus va probablement moins se propager dans la population. Donc c'est ça l'idée, c'est de plus il y a de gens vaccinés, plus la propagation du virus va ralentir. Puis en fait, juste pour amener un petit peu de chiffres là-dedans, moi, j'ai lu une étude récemment qui disait, par exemple, que le vaccin de Pfizer permettait de diminuer la quantité de virus dans une personne jusqu'à 4 fois. Une personne vaccinée va avoir 4 fois moins de particules virales en elle qu'une personne non vaccinée. J'ai pas vu ces chiffres-là. Je peux pas les confirmer, mais c'est avec toutes les connaissances qu'on a sur la vaccination, c'est fort probable. À vrai dire, c'est basé là-dessus. Là. OK. Je pense qu'on pourrait parler très brièvement des effets secondaires. On en a parlé un peu tantôt, là, dans quelle période de temps, quel laps de temps, est-ce qu'on peut les retrouver? Par exemple, on a beaucoup entendu parler de thrombose. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Ben, en fait, c'est juste qu'il y a les vaccins à vecteur viral là, qui sont différents des vaccins à ARN messager, là, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, la couche de lipides, de gras alentour de l'ARN, on va utiliser un autre virus. En l'occurrence, ici, c'est un adénovirus qu'on retrouve chez des primates qui est complètement inoffensif à l'humain. Et on va mettre l'ARN dedans, puis on va injecter les gens. Puis ça va justement faire le même principe que les vaccins en ARN. Donc, avec ces vaccins-là, à vecteur viral, on a eu quelques cas de thrombose, thrombose cérébrale, qui était accompagnée d'une thrombocytopénie. Donc, on avait une baisse des plaquettes sanguines. Donc ça l'a inquiété. Ce sont des effets... Ça représentait une personne sur combien à peu près? Dans le monde, c'est une personne sur 125 000 à une personne sur 1 million, tout dépendant des estimés. Au Canada, c'est un peu plus fréquent. C'est à peu près une personne sur 55 000. Okay. Puis c'est probablement par le fait qu'on n'a pas vacciné beaucoup de gens encore avec le vaccin d'AstraZeneca qu'on observe ces chiffres qui sont un peu plus fréquents. Okay. Mais il faut garder en tête là, que c'est des effets secondaires qui sont excessivement rares. Là. Si on parle de mourir d'un accident d'avion, là, c'est à peu près 9 à 14 fois plus... le risque de mourir d'un accident d'avion de 9 à 14 fois plus grand que de faire ce type de thrombose-là avec le vaccin d'AstraZeneca ou le vaccin Janssen. Si je me trompe pas,
fois, il y a certaines études qui rapportaient aussi que les personnes infectées par la COVID là, avaient des risques de thrombose nettement plus élevés là, que ceux avec les vaccins. Absolument. Puis on parle de chiffres nettement supérieurs. Oh, oui, c'est ça, considérablement. Là. Absolument. Okay. Donc ça, il faut balancer ça dans les risques-bénéfices. Autrement, il y a les effets indésirables qu'on note, là, sont les traditionnels maux de tête, douleurs au site d'injection, des trucs du genre. Mais ça fait juste montrer que votre système immunitaire fonctionne. C'est ça, c'est bon signe au final. Ouais. OK. Est-ce que les femmes enceintes peuvent se faire vacciner? Je suis pas médecin, donc je conseille toujours de parler à votre médecin. C'est la meilleure solution pour prendre une décision éclairée. Mais la Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada s'est positionnée en faveur de l'administration des vaccins autorisés par Santé Canada à tous les trimestres de grossesse. Il y a même des évidences que la vaccination, les anticorps générés par la vaccination sont transmissibles au fœtus et à l'enfant. Ce qui est très bien considérant que le fœtus, mais en fait l'enfant, peut pas être vacciné dès le début de sa vie. Là. Exact. Donc le nouveau-né, là, via l'allaitement, pourrait avoir des anticorps. Et également, il n'y a pas de mécanisme biologique qui expliquerait des problèmes de développement ou quoi que ce soit. Là. C'est prometteur. C'est bien. Oui. Puis toi, là, Kevin, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de cette pandémie-là? Bien, il y a plusieurs choses, puis on n'en a pas parlé aujourd'hui. Un, c'est sûr, c'est de faire confiance le plus possible au consensus scientifique. Autrement, on pourrait saisir de l'information qui va juste nous conforter dans nos réalités, dans nos croyances, dans nos attentes. Et ça, c'est dangereux parce que ça ne nous aide pas à prendre des décisions éclairées puis informées. L'autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est que j'aimerais ça, post-pandémie, qu'on réfléchisse à comment on interagit avec les animaux et la planète. Une des raisons pour qu'on voit autant de maladies émerger, maladies infectieuses émerger, c'est parce qu'on interagit relativement mal avec les réservoirs animaux, puis les réservoirs qu'on retrouve dans nos écosystèmes. Notamment par le biais de la déforestation, par exemple. Oui. Puis, pour finir, je sais que le premier ministre, il aime vraiment ça, dire ça. C'était une année de marde l'année passée, on veut l'oublier. C'est la pire chose qu'on pourrait faire. Si on veut honorer les gens qui se sont sacrifiés durant cette année pandémique-là, puis on s'est tous sacrifiés, il faut l'apprendre, l'étudier et mieux prévoir le futur. Et ça, c'est George Rosen, qui est un historien en santé publique, qui disait ça. La santé publique, c'est essentiel. Il faut apprendre du passé pour... Parce qu'on a beaucoup à apprendre de cette situation-là. Oui, absolument. Surtout avec la vaccination. Mais il faut apprendre du passé pour réagir dans le présent puis pour mieux prévoir le futur. Et ça, c'est essentiel. Ouais. C'est ce que je retienne. Puis moi, je dirais aussi, là, pour, par exemple, la communauté scientifique, là, de se rappeler que on peut faire des choses beaucoup plus rapidement qu'on le pense si on collabore quand il y a du financement. Puis je pense que ça va définitivement avoir des impacts là, au niveau de la communauté scientifique sur la manière de faire les choses, sur la manière de collaborer aussi. Là, puis je pense qu'on peut en tirer du bien, là, honnêtement. Absolument. Ça, il faut que ça reste la solidarité en sciences. Là. C'est fou ce qu'on pourrait réaliser si on était tout le temps en contexte pandémique, mais sans tous les effets pervers de la pandémie. En effet. Il y a du positif. Faut miser sur le positif, anyway. Ça sert à rien de miser sur le négatif. Je suis d'accord. Bon, merci. Ça fait plaisir, Martine. C'est une belle discussion. Vérité ou pandémie est soutenue par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur véritéoupandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.